Merci beaucoup. C'est moi qui suis très honoré que vous m'ayez fait confiance pour introduire ce colloque en posant cette question à laquelle je vais essayer de répondre, mais comme l'a dit Monsieur Chevalet, on a probablement déjà tous la réponse. N'est-il pas trop tard pour la prévention en EHPAD? Donc, tout d'abord, j'ai aucun conflit d'intérêt sur cette présentation qui a été créée sans aide d'intelligence artificielle. J'espère cependant que vous trouverez beaucoup d'intelligence naturelle à l'intérieur. Alors, vous le savez, la population en France, dans les pays industrialisés, est une population qui vieillit. Un allongement de la longévité que l'on voit ici, vous avez une courbe qui montre l'allongement de l'espérance de vie au cours des 20 dernières années, de 2000 à 2021 à peu près, où on voit malgré quelques petites cassures dans la courbe liée à la canicule en 2003, à la grippe en 2015 et à la pandémie de Covid en 2020. Malgré tout, cette courbe d'espérance de vie continue à progresser et elle est due principalement à l'amélioration des conditions de vie, mais également au progrès de la médecine et à l'amélioration de la santé et des traitements, avec toutes les découvertes depuis plusieurs siècles qui permettent de gagner en espérance de vie. Et effectivement, si on regarde un petit peu le gain de l'espérance de vie grâce au progrès de la médecine et de la prise en charge des patients et des personnes malades, on voit bien ce gain, déjà grâce à la lutte contre les maladies infectieuses avec l'apparition des antibiotiques dans les premières années d'après-guerre, qui montrent que grâce à ces traitements, on a gagné à peu près 6 mois chaque année entre 1947 et 1957, ce qui a fait gagner 5 ans au cours de ces 10 ans d'espérance de vie. Aujourd'hui, mais ça avait déjà commencé depuis quelques années, les gros gains en espérance de vie sont liés à la diminution de la mortalité par les maladies cardiovasculaires grâce aux progrès très importants qui sont faits dans ces traitements. Alors évidemment, cet allongement de la longévité, on a l'impression qu'à la fois elle ne s'arrête pas, qu'elle est exponentielle et on ne sait pas quand est-ce qu'elle va s'arrêter, semble-t-il. Alors c'est vrai que les données anciennes étaient peu précises, à part des personnes suffisamment célèbres pour qu'on connaisse leur jour de naissance et leur jour de mort, comme Louis XIV qui a eu une longévité exceptionnelle à cette époque puisqu'il a vécu jusqu'à 77 ans, mais c'est vraiment surtout dans les premières années après la Révolution française, que la tenue de registre est devenue obligatoire, qu'on a pu à la fois avoir des dates de naissance et des dates de décès et avoir des données plus précises sur la longévité. Alors évidemment, Jeanne Calment, 122 ans en 97, donne l'impression qu'on est dans une escalade et que la longévité ne s'arrêtera jamais, mais finalement, depuis 97, personne n'a vécu plus longtemps que Jeanne Calment et probablement on suspecte qu'on atteint cette longévité maximale et que l'espèce humaine n'est pas faite pour vivre beaucoup plus longtemps que 110, 120 ans. Alors évidemment, on est jusqu'à maintenant sur un gain en termes on va dire, de quantité d'années vécues et probablement qu'il faut qu'on réfléchisse plus en termes de qualité. Et là, il y a des progrès certainement à faire puisque, et là je vous ai mis des données assez récentes concernant à la fois l'espérance de vie, mais surtout une donnée assez récente qui est à étudier, qui est l'espérance de vie sans incapacité. Et on voit que si entre 2004 et 2018, on a gagné quelques années d'espérance de vie, puisque notamment l'homme a gagné quasiment 3 ans d'espérance de vie, en termes d'espérance de vie sans incapacité, on n'a rien gagné, on n'a même pas gagné en espérance de vie sans incapacité, ce qu'on a gagné en espérance de vie totale, avec une différence de presque 20 ans. Et donc on voit bien qu'aujourd'hui, le travail à faire est à réduire le delta entre cette espérance de vie sans incapacité et cette espérance de vie totale pour faire en sorte qu'on vive le plus longtemps possible sans incapacité. Et évidemment, cette incapacité, elle est liée pour beaucoup à une perte d'autonomie
Et cette perte d'autonomie, elle augmente, on le sait, avec l'avancée en âge. Ici, vous avez des données sur les données de perte d'autonomie entre 2007 et 2014 chez l'homme et chez la femme, et on voit que même si il y a plutôt une augmentation dans les dernières années, après notamment 85 ans, on voit que plutôt que de gagner, on a quasiment pas changé l'importance de la perte d'autonomie. Ça veut dire qu'on voit bien qu'il y a un travail à faire, puisqu'entre 2007 et 2014, vous voyez que le gain, et en tout cas l'amélioration de la perte d'autonomie est vraiment dérisoire dans la population, donc il y a un vrai travail. Alors, on peut se poser la question, parce qu'évidemment, si on veut s'intéresser à l'amélioration, à la lutte contre la perte d'autonomie dans la population, il faut regarder ce qui peut expliquer pour beaucoup cette perte d'autonomie. Et évidemment, dans la population âgée, on l'explique principalement par la polypathologie. Et la polypathologie, elle est là encore très fréquente avec l'avancée en âge, et elle est due à deux éléments que je vous ai déjà expliqués et qui sont liés, puisqu'effectivement, parce qu'on prend mieux en charge les personnes, on guérit aujourd'hui des maladies qui avant faisaient mourir, donc qui réduisaient la longévité, mais donc on transforme des maladies qui avant étaient mortelles en des pathologies chroniques que les personnes vont garder sur des années supplémentaires. Mais également, si on allonge leur longévité, si on les guérit de maladies mortelles, on leur donne l'occasion, malheureusement, de développer d'autres maladies en vieillissant. Donc on le voit bien, le nombre de pathologies vont augmenter, et vous voyez, que ce soit chez l'homme et chez la femme, que passé 80 ans à peu près, on a entre 10 et jusqu'à 30% de personnes qui ont plus de 7 pathologies associées. Donc des chiffres qui sont assez importants. Et évidemment, le corollaire, c'est l'augmentation de cette polypathologie. Alors la polypathologie, ce n'est pas exactement la comorbidité, c'est une association de différentes maladies qui n'ont pas obligatoirement de lien entre elles, mais qui vont s'associer. Et là encore, on le voit, elles vont augmenter largement avec l'âge, surtout après 85 ans, avec plus de 40% de polypathologie chez l'homme et autour de 30% chez la femme. Et là encore, une petite augmentation entre 2012 et 2016. Donc on voit bien les progrès qui restent à faire pour éviter de lutter contre cette polypathologie. Alors le terme polypathologie, c'est assez vague, c'est une association de plusieurs pathologies. Et là, il n'est pas fait dans cette étude mention du nombre de pathologies à partir duquel on considère qu'on est polypathologique. Mais en tout cas, et j'espère l'avoir bien illustré, on voit bien qu'en vieillissant, on risque d'augmenter le nombre de pathologies qu'on peut avoir. Et donc, plutôt que d'être tous égaux face à notre vieillissement, on va faire face à une hétérogénéité de vieillissement, et donc plutôt que d'avoir un seul type de vieillissement qui est un vieillissement en bonne santé du fait de l'accumulation de maladies chroniques et d'épisodes aigus, de décompensation aiguë, on va avoir un groupe de la population qui va être plus fragile et un groupe de la population qui va être dépendant à des degrés divers de dépendance. Et ces différents états de vieillissement ne sont pas liés à l'âge, c'est-à-dire qu'à âge égal, dans un groupe de population, on peut identifier ces trois groupes, sous-groupes en tout cas de population, des personnes plutôt en bonne santé, des personnes plutôt fragiles et des personnes plutôt dépendantes. Alors ces données-là, elles sont issues d'études qui ont été à partir des critères de Linda Fried qui permettent de classer les populations selon leur degré de fragilité. Et si on utilise ces critères dans la population, on a, ce qui est malgré tout rassurant, que quel que soit l'âge, la moitié à peu près des plus de 65 ans sont considérés comme en bonne santé, comme robustes. On a
selon les échelles et selon si on s'intéresse à la fragilité ou si on élargit à la préfragilité, à peu près 30 à 45% de la population de plus de 65 ans, quel que soit l'âge, je le redis, hein, c'est pas lié à l'âge, qui vont être dans le groupe des fragiles, et un petit groupe, ce qui reste important, mais un petit groupe, aux 5 à 10% des plus de 65 ans qui, eux, ont différents degrés de dépendance du fait de l'association de polypathologies, de complications de ces maladies-là et donc de divers handicaps. Et ce qui est intéressant de retenir quand on va regarder cette identification en sous-groupe et notamment l'identification de la population fragile, c'est que cet état de fragilité, il a un degré de réversibilité, c'est-à-dire qu'on va pouvoir, par différentes mesures, et j'emploie pour la première fois la notion de prévention, mais par des mesures de prévention, accéder à une réversibilité pour permettre à ce groupe de personnes fragiles de retrouver un statut plus robuste, un meilleur état de santé. À l'inverse, les personnes qui sont dépendantes sont dans un état irréversible, et là, il n'y a plus de possibilité de revenir vers un état plus fragile, voire même une bonne santé. Donc on voit bien ici le vrai défi qu'il y a à identifier ce groupe fragile, justement parce que c'est un groupe pour lequel on va pouvoir proposer des mesures pour réverser cet état et revenir vers un état en bonne santé. Donc on voit bien que la priorité, ça va être la prévention de la perte d'autonomie par l'identification dans ces groupes de sujets âgés des éléments de fragilité pour permettre la prévention, la préservation de l'indépendance dans les activités quotidiennes qui se mettent en place le plus tôt possible avant que les premières incapacités ne se déclarent et donc qu'on ait un état d'incapacité voire même qu'on tente vers un état de dépendance irréversible. Et donc, on voit bien que à ce stade-là, dans la population âgée générale, on est déjà sur quelque chose qui n'est pas inéluctable et qui a de la place pour des préventions, pour justement permettre aux sujets âgés de retrouver un état au moins de meilleure santé, de plus grande robustesse et donc de diminuer leur fragilité. Et ça, évidemment, c'est quelque chose qui a été largement identifié grâce justement à l'identification des fragilités, et qui a permis de développer des mesures de prévention multidomaines de la fragilité, identifier quels étaient les moyens de mettre en place des politiques de lutte contre la prévention. Et là, je vous renvoie aux écrits du professeur Boulanger qui, effectivement, a réfléchir aux manières de faire de la prévention le plus tôt possible des fragilités, voire des préfragilités. C'est par exemple l'exemple du dispositif Tempoform qui est sur le territoire des Hauts-de-France et qui permet d'identifier précocement ces éléments de fragilité pour mettre en place des mesures de prévention avec, comme le dit le professeur Boulanger, sur les 5 doigts de la main, les 5 éléments pour permettre de bien vieillir, que ce soit de l'activité cognitive pour être bien dans sa tête, de l'activité sociale pour être bien avec les autres, de l'activité physique pour être bien dans mon corps, des apports en protéines pour bien manger et la surveillance pour bien voir et bien entendre. Mais évidemment, toutes ces mesures de prévention multidomaines, on a du mal à les appliquer à des populations d'EHPAD, puisque l'état de santé des résidents d'EHPAD, évidemment, n'est pas le même que la population générale. Alors pour s'orienter dès maintenant et se rapprocher de nos thématiques et entrer dans le champ de l'EHPAD, je vais proposer tout d'abord un petit état des lieux de l'état de santé des résidents d'EHPAD à partir d'enquêtes de l'adresse qui en 2017, on recensait plus de 585 000 résidents répartis dans plus de 6 800 EHPAD. Alors,
on avait un âge moyen assez élevé qui est connu. On sait qu'on est à un âge moyen dans ces établissements de plus de 85 ans, avec malgré tout la notion qu'entre 2011 et 2015, la proportion des résidents qui avaient plus de 90 ans était passée de 29 à 35%. Et d'autres données qu'on sait sur les résidents d'EHPAD, c'est que pour la majorité, ce sont des résidentes, quasiment les 3/4 des résidents sont des résidentes. Si on s'intéresse un petit peu à leur niveau d'autonomie, vous voyez, c'est évidemment ce qui est un peu attendu, puisque c'est souvent un des motifs d'entrée dans un EHPAD, c'est des GIR assez élevés, avec 55% des résidents qui ont un GIR 1 et 2 et 37% qui ont un GIR 3-4, avec des pertes partielles ou totales de leur autonomie, que ce soit pour principalement, vous voyez, la toilette ou l'habillage, mais en tout cas un retentissement important. Si on rapproche ce qui explique cette perte d'autonomie, les causes, on va retrouver cette notion de polypathologie qui souvent explique le retentissement qu'il peut y avoir sur le niveau d'indépendance et sur la perte d'autonomie. Et effectivement, si on regarde un petit peu la prévalence des pathologies chroniques chez les résidents d'EHPAD ou même les pathologies aiguës, les décompensations aiguës, on retrouve que notamment dans les GIR 1, 2 et 3, on a quasiment 40% des résidents qui ont au moins une pathologie et jusqu'à entre 25 et 35% des décompensations aiguës. Si on regarde d'un peu plus près quelles sont ces polypathologies, on va voir que c'est des chiffres qui sont assez importants. On a 13% des résidents d'EHPAD qui ont un AVC ou des séquelles d'AVC, jusqu'à 40% qui ont des dépressions identifiées. Et on sait combien ces diagnostics sont souvent, en tout cas, souvent la dépression est sous-diagnostiquée. On a à peu près, là encore, autour de 40% des résidents qui ont un diagnostic de maladie d'Alzheimer, mais quand on regarde l'ensemble des troubles neurocognitifs que peuvent présenter les résidents avec ou sans un diagnostic établi, on a des chiffres qui montent jusqu'à 82% de troubles neurocognitifs. On a aussi beaucoup de patients chuteurs, 42%, de l'hypertension artérielle chez plus de la moitié des résidents, de l'insuffisance cardiaque identifiée chez 20% d'entre eux, et du diabète chez un peu moins de 20%. Donc vous voyez beaucoup de polypathologies, et cela est associé évidemment à la polymédication, qui elle-même peut être source de complications et de perte d'autonomie, avec des données moyennes de nombre moyen de médicaments, selon les études, qui passent d'un peu moins de 7 médicaments à 8 médicaments, ce qui est des chiffres relativement importants. Donc si on revient finalement à cette identification du groupe dépendant, on peut effectivement considérer que la population d'EHPAD va regrouper ces 5 à 10% de la population qui sont dans le groupe des dépendants, donc un état irréversible qui en soi ne semble pas accessible à des mesures de prévention pour revenir sur un état antérieur. Et donc, ce qui pose la question, voilà, est-ce que cette irréversibilité du tableau fait que finalement les résidents d'EHPAD ne sont pas accessibles à des mesures de prévention? Donc c'était toute la question de mon titre. Est-ce qu'il n'est pas trop tard? Finalement, je viens de vous dire que c'était très important de se mettre très en amont pour les mesures de prévention, identifier très précocement les fragilités, voire les pré-fragilités pour revenir à un état robuste. Et quand on était dépendant, c'était irréversible.
on a l'impression qu'il n'y a plus de mesures possibles. Et pourtant, et vous en doutez, il n'est jamais trop tard pour agir. Et d'ailleurs, on le sait, on est ici pour en parler, il y a des politiques de prévention qui ont été mises en place et qui doivent être mises en place en EHPAD. L'objectif, c'est de réduire autant que possible la perte d'autonomie et d'indépendance, d'essayer de maintenir les capacités préservées, tout en ayant un objectif qui sera de participer à la maîtrise des risques qui peuvent survenir en EHPAD, c'est-à-dire essayer de contribuer à diminuer les complications évitables, diminuer les hospitalisations qui y sont liées, et donc tout ça dans un objectif global qui est améliorer la qualité de vie des résidents en EHPAD. Et effectivement, il y a différents programmes, des mesures spécifiques de prévention qui existent. Je vous évoque, pour l'illustrer, les programmes de prévention des chutes et des traumatismes. Si on regarde un petit peu ce que dit la littérature, il y a une revue de la littérature pour essayer d'identifier toutes les interventions, toutes les mesures de prévention des chutes et des complications des chutes qui avaient été mises en place en EHPAD à partir des années 90. Ça fait revenir plus de 800 articles identifiés. Alors, 9 études seulement rigoureuses qui présentaient des interventions efficaces, mais on voit bien qu'il y a une volonté, en tout cas, de mettre en place des mesures spécifiques de prévention. Alors, ces mesures spécifiques de prévention, je vous ai donné l'exemple des chutes, mais on peut proposer des programmes de prévention spécifiques sur d'autres éléments, comme par exemple la prévention des escarres, la prévention en tout cas prévenir la iatrogénie. On peut aussi essayer de prévenir les troubles visuels ou les troubles auditifs ou les troubles bucco-dentaires. On peut prévenir la dépression, on peut prévenir les infections en EHPAD. Donc on voit que finalement, quand on regarde un petit peu la littérature sur ce qu'il fait, il y a beaucoup de programmes de prévention. Donc on voit qu'il y a des choses qui se font en EHPAD sur la prévention, mais c'est beaucoup des programmes spécifiques qui vont s'intéresser à la prévention d'une problématique, soit les chutes, soit les escarres, soit les infections, qui en soi montrent un bénéfice, mais il faut peut-être avoir une vision un peu plus globale. Et effectivement, on le voit bien, il y a une interdépendance entre ce qui est de l'ordre des performances physiques individuelles, de la cognition, des émotions, des capacités fonctionnelles chez les résidents d'EHPAD. Et donc, si on ne fait que des interventions spécifiques, on sera peut-être moins efficace que si on a une vraie réflexion sur une approche holistique qui va se concentrer à la fois sur la promotion des performances physiques, des performances cognitives, s'intéresser aux émotions, à l'état psychologique, aux performances physiques perçues, etc., c'est-à-dire tendre sur des programmes globaux. Et je vous ai mis ici cette figure qui paraît peu compréhensible, mais qui montre effectivement à chaque fois les liens assez forts qu'il peut y avoir entre un lien entre la cognition et l'émotion, les performances objectives, les ADL, etc. Et ça veut dire donc essayer d'adopter des programmes globaux de prévention, et ça veut dire avoir peut-être un travail pour changer la culture au sein des EHPAD. Il y avait une étude, alors qui a déjà quelques années, une quinzaine d'années, mais qui montrait que finalement, essayer de prévenir le déclin fonctionnel auprès des médecins coordonnateurs d'EHPAD, ça n'avait que la 8e place des priorités. Et ce constat a amené différents chercheurs dans le domaine des EHPAD à constituer un groupe de travail international avec la mission de faire des EHPAD des lieux où peuvent s'organiser des mesures de prévention globale du déclin fonctionnel. Alors, pour illustrer, je vais vous donner un exemple. Ici, c'est une étude. Alors, c'est que la présentation du projet, le projet ProCare.
puisque vous voyez, c'est quelque chose qui a été initié en 2019, donc ils n'ont pas encore publié leurs résultats, mais en tout cas, un essai contrôlé randomisé, donc c'est intéressant parce qu'on se place dans un essai à une méthodologie qui est assez solide, de comparaison avec 2 bras, une cinquantaine de maisons de retraite, soit plus de 1100 résidents pendant une quinzaine de semaines pour comparer dans un groupe des interventions plusieurs fois par semaine qui va assez globalement s'intéresser à l'activité physique, au cognitif et des groupes témoins pour avoir un critère de jugement global, puisque ça va évidemment s'intéresser au fonctionnement physique, aux performances cognitives, mais plus globalement, la qualité de vie de ces personnes. Donc, bon, j'espère qu'il y aura à la fois des résultats positifs et que ça poussera à aller vers un vrai travail de prévention globale. Alors, et comme ça a été dit, les Hauts-de-France sont assez précurseurs, puisque eux-mêmes, et ça va être vraiment une des thématiques principales de cette journée, c'est parler de tout ce qui a été mis en place par les ESPREF, puisque les Hauts-de-France, dès 2019, ont proposé la création de ces équipes spécialisées en prévention inter-EHPAD, et qu'aujourd'hui, le modèle, d'ailleurs, a été repris dans d'autres régions, notamment dans les Hauts-de-France, qui développent des modèles similaires parce qu'ils ont vu tout l'intérêt de ce travail global. Donc, pour conclure, donc vous l'avez compris, il y a une vraie priorité à avoir des mesures de prévention des fragilités pour lutter contre la perte d'autonomie, pour permettre d'avoir la meilleure longévité sans incapacité. Et cela va passer par l'identification des éléments de fragilité avec pour objectif d'éviter ou retarder l'entrée en EHPAD. Et l'entrée en EHPAD qui va témoigner de cet état de perte d'autonomie, de niveau d'incapacité importante, de dépendance, peut signer un état irréversible, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y ait plus de place pour des mesures de prévention. Et surtout, des politiques de prévention globale en EHPAD qui peuvent permettre d'éviter de majorer la perte d'autonomie, de maintenir l'indépendance et de maintenir des capacités préservées et donc d'améliorer la qualité de vie globale du résident d'EHPAD. Voilà, je vous remercie. Et je pense qu'on a le temps pour quelques questions. Oui. Non, je posais une question. Professeur Bollock, merci de votre intervention. La 8e place du médecin coordinateur dans la recherche de prévention, vous l'attribuez à quoi? Au manque de temps, de présence? Est-ce qu'il y a eu des études là-dessus? Alors, c'est pas mon étude, donc je ne peux pas exactement la détailler, mais l'idée, effectivement, c'était peut-être aussi d'identifier qu'il n'y avait pas une vraie prise de conscience de l'intérêt de mesures de prévention, peut-être aussi parce que ce message de dire la perte d'autonomie c'est irréversible, etc., ça peut donner l'impression en tout cas que justement il n'y a pas de place pour de la prévention en EHPAD. Or, j'ai essayé de bien détailler qu'il y a la nécessité de cette prise de conscience, et c'est aussi un des rôles des ESPREF, par exemple, de rentrer dans les EHPAD pour dire oui, c'est pas anecdotique, oui, c'est utile, et oui, c'est un vrai bénéfice pour le résident. Alors, bonjour professeur, merci pour cette présentation. Je voulais avoir votre opinion sur le lien entre les EHPAD, les ESPREF et le domicile. Vous en avez
rapidement parler. Pourquoi? Pour deux raisons. D'abord, quand nous, les résidents, entrent en EHPAD, on voit aussi le fruit de toute une vie de prévention et de non-prévention, et on se rend bien compte de plein de choses. Et on ne jette pas la pierre à nos collègues du domicile parce qu'ils ont les mêmes difficultés que nous en termes de temps, etc. Mais donc, on identifie bien les besoins à l'entrée. Typiquement, les troubles de la déglutition, 60% des résidents entrants ont des troubles de la déglutition, et ça se sait assez peu, finalement. Et d'ailleurs, la visite de préadmission en EHPAD ne prend pas forcément de temps là-dessus. Et puis, je fais le lien avec la dernière loi Bien vieillir du 8 avril 2024 qui prévoit la création d'un programme de dépistage précoce et de développement de la prévention à l'endroit des personnes âgées de plus de 60 ans. Donc, qui s'adresse a priori pour les personnes à domicile, mais aussi, pourquoi pas en EHPAD, puisque tous nos résidents, effectivement, ont plus de 60 ans, ou c'est très rare quand nous avons des gens plus jeunes. Donc, quelle est votre opinion sur cette démarche, sur ce lien avec les personnes âgées à domicile? Est-ce que c'est souhaitable? Est-ce que ce futur programme peut être l'occasion d'embrayer quelque chose? Et je parle sous couvert de l'Agence régionale de santé, car évidemment, rien ne se fait sans l'agence et sans l'autorisation de l'État. Je pense qu'effectivement, il faut, de mon point de vue, en tout cas, séparer, parce que le terme de prévention est utilisé de manière assez largement et ne veut pas dire exactement la même chose. Je pense qu'il y a un vrai travail en EHPAD et les choses ne doivent pas s'arrêter en EHPAD, mais plus on va pouvoir initier les choses précocement, plus on sera utile, mais dans un objectif d'éviter l'entrée en EHPAD qui souvent traduit justement en tout cas, alors on ne va pas dire une mauvaise réflexion autour de la prévention qui aurait pu être mise en place, mais je crois que comme on l'a dit tout à l'heure, c'est important qu'il y ait cette prise de conscience de tout ce qui peut être fait en EHPAD en termes de prévention. Je pense que surtout, il faut qu'on ait une réflexion qui soit qui aille dans deux sens, à la fois de dire faisons en sorte que les patients en EHPAD soient pris en charge le mieux possible pour avoir la meilleure qualité de vie dans ce temps en EHPAD, mais surtout travaillons le plus tôt possible, parce que c'est le plus tôt possible qu'on va faire en sorte de mettre en place des mesures de prévention, luttons contre cette perte d'autonomie, cette longévité avec des incapacités qui aujourd'hui est très importante, et essayons de réduire la différence pour que la population vieillisse sans incapacité et donc ne relève pas de ces dispositifs qui soient destinés à leur vieux jour avec une perte d'autonomie. Mais je pense qu'on a encore une vision aujourd'hui qui est assez binaire de la population âgée. Quand on parle de nos aînés, on voit que les aînés qui ont besoin de maisons de retraite. Or, ce n'est pas ça. On a des aînés qui sont nous tous, qui vieillissons tous, et qui, si dès aujourd'hui on se considère comme des aînés en puissance et qu'on met en place des mesures de prévention pour vieillir, avoir la meilleure longévité sans incapacité, effectivement, on ne devrait pas avoir besoin un jour d'EHPAD. Alors, je ne sais pas si ça répond à vos questions, mais je pense que c'est important, nous, en tant que gériatres, d'avoir cette réflexion double et pas uniquement se cantonner à qu'est-ce qu'on fait pour le bien prendre en charge des patients en EHPAD, mais aussi qu'est-ce qu'on fait pour qu'ils vieillissent bien à domicile, qu'est-ce qu'on fait pour qu'il y ait le moins d'incapacité possible, etc. Bien que ça soit, pour le coup, pas obligatoirement une mission du gériatre. J'ai envie de dire, même quand c'est une mission du gériatre, c'est un peu tard. Il faudrait que ça soit à nous de transmettre ce message à nos collègues et aux médecins généralistes également, mais à toutes les autres spécialités d'une manière générale. Je vais peut-être rajouter quelques éléments du coup par rapport, je pense, à la prévention de manière plus générale pour te répondre aussi, Séverine. Je pense qu'il faut replacer ça aussi dans le contexte où finalement en France, la prévention, c'est que ça a quand même toujours été le parent pauvre. Et finalement, on va dire, si on regarde ça maintenant avec un petit peu de recul, la prévention, on l'a quand même beaucoup axée sur des publics plus jeunes. Ce qui est très bien parce qu'il faut investir la prévention sur des publics plus jeunes pour expliquer tout ce que disait tout à l'heure M. Bloch sur le fait que plus tôt on fait attention à sa santé, mieux on vieillira. C'est une évidence. Mais du coup, peut-être aussi que la prévention chez les personnes âgées, du coup, elle a un peu pâti de cela. Et on a toujours dit, les crédits qu'on a, nous je vois en tant que service de l'État en tous les cas, on va mettre l'effort sur des publics plus jeunes, puisque c'était aussi dans la politique nationale.
Aujourd'hui, et puis depuis, on va dire maintenant une 10-15 ans, hein, Brigitte, ouais, voilà, il y a une vraie prise de conscience, je pense, de la CNSA et puis des pouvoirs publics sur le fait qu'il faut investir sur la prévention chez les personnes âgées. Mais les personnes âgées, c'est finalement un groupe très inhomogène. Entre celui qui a 60 ans, comme moi, voilà, et puis celui qui a 120 ans. Enfin, et donc, en France, on considère qu'à partir de 60 ans, on peut être éligible à tous les dispositifs. Du coup, ça veut dire quoi ? Eh bien, ça veut dire qu'on ne peut pas faire la même chose pour tout le monde. Alors après, EHPAD et domicile. Je pense que la question EHPAD et domicile, alors la question EHPAD, nous, on s'en est très vite saisi parce que la CNSA nous en a donné aussi la capacité et puis on a voulu expérimenter avec vous ces équipes. La question du domicile aujourd'hui, elle nous rattrape par le fait qu'avec maintenant bientôt 43 ou 45, je ne sais jamais, de centres ressources territoriaux, ils vont avoir, 43, merci, ils vont avoir cette mission, hein, vous le savez, de formation et aussi de prévention. 43 centres ressources territoriaux, ça veut dire que par rapport aux ESPREF, vous voyez, entre 13 et 43, il y a vraiment un effort et un investissement vers le domicile qui est important. Mais ces centres ressources territoriaux, ils sont en train de se mettre en place. Hein. Donc, on en a bien conscience également. On y travaille avec Madame Venel, que certains connaissent, mais qui est souffrante et qui n'a pas pu être là aujourd'hui. Et en tous les cas, l'idée, c'est demain de travailler avec eux leur montée en compétences, de les outiller sur tout ce dont ils auront besoin pour faire de la prévention dans leur plus petit territoire que ceux des ESPREF. Et donc voilà, on est dans cette démarche aujourd'hui, mais ils ne sont pas installés. Les 13 ESPREF sont installés, les 43 CRT ne sont pas installés aujourd'hui, donc ça se met en place progressivement. Et après, l'enjeu, ça va être aussi de travailler ce lien EHPAD domicile entre ce qui peut être fait en CRT, ce qui peut être fait dans l'EHPAD. Voilà, il y a un vrai enjeu. Autre enjeu également, je ne le dis pas, enfin je le cite simplement, mais c'est vrai que voilà, vous savez aussi qu'au travers des conférences des financeurs de la prévention et de la perte d'autonomie, les départements aujourd'hui ont des ressources importantes qui leur sont versées par la CNSA pour la prévention. Hein. Voilà, les enveloppes ne sont pas toujours dépensées chaque année. Donc, on vous incite tous et toutes, hein, que ce soit les ESPREF, mais aussi les EHPAD et demain les CRT, à construire des projets sur les territoires en lien avec les départements, de telle sorte à aussi bénéficier et multiplier ces capacités. Et puis, vous le savez aussi, on est en train de travailler sur la mise en place, puisque c'était l'année du sport, avec les Jeux Olympiques. Donc, nous avons eu des crédits spécifiques pour l'activité physique adaptée, qui est aujourd'hui promue et qui fait l'objet de différents textes. Et voilà, on est en train d'essayer de travailler ça sur les territoires, que ce soit dans les EHPAD ou à domicile, et c'est important. Et puis je terminerai sur la loi, puisque tu en parlais. Alors on a été ravis de voir cette loi du bien vieillir, mais on ne sait pas quand est-ce qu'on aura les décrets, puisqu'on n'a pas de gouvernement, donc on attend, mais on est impatient là-dessus pour savoir comment le modèle ICOP de l'OMS va être appliqué sur les territoires, sachant que ICOP, c'est 5 steps, hein, c'est 5 étapes. La première, c'est le repérage et le dépistage. Normalement, ça se fait avec des outils et ça se fait dans certaines régions avec des infirmiers libéraux, mais à voir demain comment ça se fera. Et la partie, en tous les cas, de bilan de prévention d'ICOP, aujourd'hui, vous le savez que le ministère de la Santé l'oriente vers les bilans de prévention. Vous envoyez la publicité à la télé tous les jours. Si vous ne le voyez pas, ouvrez votre télé, vous le verrez. Mais voilà, l'assurance maladie fait de la pub là-dessus, hein, sur le fait qu'il y a aux différents âges de la vie la possibilité de faire des bilans de prévention. Et voilà, on s'oriente vers ça pour la mise en place d'ICOP. Donc voilà, c'est des petits éléments que je voulais vous donner sur ce qui se passe et sur les orientations. Merci. Oui, juste un petit complément. Merci d'avoir souligné le lien avec le domicile. Ça fait effectivement partie des enjeux. On a des dispositifs qui se structurent et tout ça
Vous le savez, notre travail, c'est d'être vigilant à ce qu'on ne soit pas dans le millefeuille de dispositifs, une bonne articulation. On sait que les ressources sont limitées, donc permettre finalement des émulations et des démultiplications plutôt que juste des additions. Vous dire aussi que dans les défis qui sont là concrètement devant nous et très en lien avec ce que vous venez de présenter, professeur, on voit tout l'intérêt de faire de la prévention en EHPAD. Tout à l'heure, je citais les chiffres. On a quand même 20% des EHPAD qui aujourd'hui ne se sont pas engagés de près ou de loin avec les ESPREV. Donc je pense qu'on a là un beau défi devant nous, de se dire comment, dans une logique peut-être d'aller vers, on arrive à les toucher, à les sensibiliser, parce que je doute que ces 20% d'EHPAD ne soient pas concernés de près ou de loin par des questions de prévention. Voilà, il y a un bon bout de chemin qui a été fait. Peut-être que le plus dur en termes d'acteurs à toucher se trouve là, le noyau qui résiste, à nous d'aller pouvoir les sensibiliser, les toucher, faire en sorte que leurs résidents, les résidents qui vivent dans ces EHPAD-là ne soient pas éloignés de ces dynamiques de prévention. Il y a encore une question là. Ce sera la dernière, si vous voulez bien, parce que compte tenu du timing, il va falloir resserrer. Après, on aura toujours l'occasion, éventuellement, à la pause, de revenir. Hein. Je pense que M. Bloch sera à disposition pour répondre volontiers à ces questions. Oui, donc moi, je suis le docteur Free, je suis hospitalière. Je suis médecin hospitalier. Est-ce que vous ne pensez pas non plus que la prévention, elle est perdue au moment où, justement, il y a une rupture entre la ville et l'EHPAD, parce que l'entrée en EHPAD n'est pas préparée et que souvent, c'est à l'occasion d'une hospitalisation et éventuellement même un long séjour en SSR qui sert de plateforme pour une entrée en EHPAD que on perd toute cette prévention qui peut être faite initialement à domicile et qui se perd parce que l'entrée en EHPAD n'est pas suffisamment préparée, d'autant plus que les entrées en EHPAD se font quand même de plus en plus tard et parfois, bien souvent, dans la précipitation, parce que au moment d'une hospitalisation, on se rend compte que le retour à domicile est plus possible. Certainement, effectivement, qu'il faut éviter cette cassure. Et comme le disait Mme Labou, c'est important de faire des bilans en entrée en EHPAD, justement pour identifier tous les éléments sur lesquels il faudra une vigilance. Mais ce qui est aussi important, c'est, là encore, de changer peut-être cette culture qui considère que l'EHPAD, c'est la solution qui reste quand plus aucune autre solution est possible, quand on a usé tous les autres dispositifs et qu'on ne prépare jamais finalement une possible entrée en EHPAD comme un plan de secours si jamais les dispositifs à domicile ne marchent pas. Et là encore, on pourrait envisager justement qu'une préparation d'un projet d'entrée en EHPAD, ça soit une sorte de mesure de prévention pour le maintien à domicile en toute sécurité. Parce qu'effectivement, on voit bien que très souvent, les entrées en EHPAD se font dans des situations d'urgence, après un séjour hospitalier avec des équipes qui ne connaissent pas, le médecin traitant lui-même qui est souvent pas informé, possiblement d'une entrée en EHPAD, il l'apprendra peut-être plusieurs mois, plusieurs semaines avant. Alors si c'était lui qui avait pu anticiper, préparer un dossier, faire possiblement des dépistages et préventions en amont, si un jour l'entrée en EHPAD est nécessaire, les choses sont préparées et on ne passe pas par cette cassure qui est effectivement, comme vous le dites, fréquente. Après, c'est aussi le travail de l'EHPAD de faire en sorte que cette cassure ne survienne pas. Et ça, c'est des mesures sur lesquelles qui peuvent se réfléchir au sein de ces EHPAD. On a, tout à l'heure, ça a été dit, mais tout ce qui est soins bucco-dentaires, on sait que très souvent, c'est arrêté. Surveillance de l'acuité visuelle, c'est arrêté. L'audition, c'est arrêté, avec souvent pour réponse que les personnes ne sont pas assez mobiles pour se déplacer, qu'on n'arrive pas à avoir des professionnels qui rentrent en EHPAD. Merci beaucoup. Juste deux petites réflexions qui ne sont pas des questions. La première, c'est on a tous compris que l'enjeu majeur, c'était quand même d'éviter l'entrée en dépendance, la population fragile ou pré-fragile. Et là, on peut avoir une approche plutôt populationnelle. Et nous, finalement, on intervient beaucoup dans les situations de dépendance, malgré tout, où là, finalement, est-ce que la vraie réponse, c'est une prévention, mais individualisée, puisque du coup, la prise en charge globale, qui est très importante, elle a quand même ses limites. Deuxième remarque peut-être, c'est, vous l'avez très bien exposé, c'est l'approche de la prévention, c'est une approche multidimensionnelle, avec ce qu'a dit Éric Boulanger, les habilités sociales, cognition, les capacités, etc., physiques. La question aussi, c'est du coup, ça donne encore plus sens aux ESPREV, puisque ça apporte
puisqu'il y a plusieurs domaines, une équipe pluriprofessionnelle qui sera à même de mobiliser toutes ces compétences. En tout cas, j'ai l'impression que ça peut être une bonne réponse. En tout cas, un grand merci à vous, Monsieur Bloch. Et puis, je crois qu'on peut l'applaudir d'ailleurs. Mais juste, oui, je pense que, attention, quand je parlais de prévention globale, je ne parlais pas de prévention individuelle. On peut faire une prévention individuelle globale. On est bien d'accord. Voilà. Merci à vous.